Bonjour à tous et bienvenue dans Émulsion, une émission qui parle des recettes de fabrication de la littérature jeunesse, romans, BD, documentaires, livres illustrés et sans oublier ceux des tout petits. Alors pour les aborder, autant mettre les petits plats dans les grands. Et notre festin du jour est composé de Nathalie Chou, Delphine Chaudru et Michel Moreau. Bonjour toutes les trois. Bonjour. Nathalie Chou, vous êtes une illustratrice connue et reconnue dans le domaine de la littérature jeunesse. Vous avez publié une centaine de livres déjà, on dirait pas, chez Actes Sud, Jeunesse ou Nathan. Vous travaillez également pour la presse et la publicité. Et vous avez aussi plein d'autres passions que nous découvrirons d'ailleurs bientôt dans un petit reportage. Delphine Chaudru, vous avez fait les arts décoratifs de Strasbourg et après un passage par le graphisme, vous avez choisi de vous orienter vers le livre pour enfants et surtout pour les tout petits. Donc, vous avez déjà publié une trentaine de livres dans différentes maisons d'édition, chez Dargaud, Milan, Nathan, Le Seuil Jeunesse et une vingtaine chez Helium. Et Michel Moreau, vous êtes éditrice des éditions jeunesse. Alors votre vocation pour le secteur jeunesse, il a démarré avec la création de cette maison à la fin des années 80, une collection pour les cantines. Je voulais savoir déjà pourquoi est-ce que vous avez choisi ce chemin éditorial de la jeunesse? Ça s'est fait complètement par hasard. Et j'étais éditrice, j'avais été recrutée comme éditrice scolaire chez les éditions, au sein des éditions Didier Scolaire. Et puis, on m'a confié un projet qui s'intéressait à l'apprentissage du français pour les tout jeunes enfants et qui reposait sur les comptines. Et je me suis même pas posé de questions. J'ai eu des intuitions qui se sont révélées justes puisque cette collection a eu beaucoup de succès. C'était les petits Lascars. Une collection à laquelle a collaboré Delphine, d'ailleurs, sur un volume assez récent. Et puis, j'étais comme un poisson dans l'eau. En fait, les comptines et les berceuses, c'est ce qui m'a nourrie quand j'étais enfant. La voix de ma mère, la voix de mon père, celles qui m'ont chanté. Voilà, c'est par la voix que s'est éveillé mon appétit culturel, mon appétit de vivre aussi, je dirais, tout simplement. Et donc ça m'est resté. Et le fait de m'être sentie comme un poisson dans l'eau avec ce matériau-là, j'ai continué à le cultiver. C'est-à-dire que quand je dois publier un texte, quel qu'il soit pour les petits, pour les moyens, pour les grands, je résonne en termes de voix haute. D'abord, je me le lis à voix haute. Et puis, c'est la musicalité, le rythme. C'est tout d'abord ça qui me touche. Et puis, au service d'un propos fort. Donc en tout cas, ça passe par la transmission orale beaucoup. Oui, j'ai un désir de partager et de transmettre à l'oral très fort. Et alors quand on parle de livres de tout petit, ça s'adresse à qui, en termes d'âge? Ça commence dès la naissance. J'ai vu, moi aussi, je suis jeune grand-mère, on en parlait tout à l'heure hors micro, et ma fille cadette, dès son bébé avait 15 jours, elle s'installait dans le canapé avec son mari, le bébé entre les deux, et elle il lui lisait un livre. Et c'était incroyable de voir la focalisation, l'attention du bébé portée vers le livre, et puis la voix des parents il y avait une espèce de ronronnement, de musique, et l'enfant était dans une attention extrême. C'était merveilleux d'assister à ça. Après, la petite enfance, ça dure aussi parfois longtemps, jusqu'à ce qu'on sache lire à peu près, ou je sais pas comment caractériser ça, jusqu'à 3 ans, je dirais à peu près. Ouais, je dirais à peu près ça, ouais, c'est ça. Parce qu'après, ils arrivent à un moment donné où ils ont besoin d'une histoire un peu plus longue, ils ont un rythme d'attention qui est plus long aussi. Enfin, il y a peut-être de ça. Exactement, aussi, quoi. Donc, ouais. ouais. Et vous, l'une ou l'autre, vous êtes un peu spécialisé dans des créneaux d'âge Oui, c'est vrai que moi je dirais oui, 3-4 ans, dès que le langage est totalement là, et c'est vrai qu'il y a un besoin d'histoire un peu plus récurrent. Mais ce que tu racontais, là, ça me faisait penser, moi j'ai déjà fait des ateliers, par exemple en crèche, et au début je redoutais ces ateliers en me disant, oh là là, il n'y aura pas de verbe, il n'y aura pas de langage, ça va être très compliqué. Et il y a une réactivité, une réaction des enfants à la lecture de certains albums qui est hallucinante, extraordinaire. Ils applaudissent, ils crient, ils bougent, donc ils vivent vraiment le livre sans pouvoir le verbaliser comme des enfants qui parlent totalement, mais il y a vraiment un échange qui est très très fort, même hors langage, quoi. Alors justement, comment est-ce qu'on s'adresse aux enfants? On parlait des comptines, puisque vous aviez démarré vos collections comme ça, mais quelles sont les autres formes qu'on peut trouver pour les tout petits? Il peut y avoir déjà le récit pour les tout petits. Des récits très simples comme des petits contes populaires qu'on racontait aux tout petits.
au sein de la collection Un Petit Peton chez nous. Alors ça, c'est un volume assez récent. Tape dans ma patte. Mais il y en a d'autres, voilà, qui ont une musicalité très forte, qui jouent beaucoup avec les répétitions et avec une chute. Voilà. Et je trouve qu'un bon récit pour les tout petits, il faut ce rythme-là dont je parle, ces séquences qui s'enchaînent, qui s'organisent pour arriver à une chute qui provoque une émotion très forte, de sourire, voilà. Et ça, on a ça, voilà, dans plusieurs types de récits aussi, comme Bonne nuit le monde, dire. Ça permet d'apprivoiser. Il y a beaucoup d'albums qui permettent d'apprivoiser la peur de la nuit, du noir, où on dit, il y avait Bonsoir Lune, qui a été un grand classique. Et là, nous avons publié cet album-là il y a peu, où on dit bonne nuit à tout ce qui nous entoure et qui est merveilleux aussi. Donc, bonne nuit, ça se répète. Et ça, le petit l'entend. C'est étonnant. Donc il peut y avoir vous voyez, des albums, c'est pas simplement sont des objets qui sont. Alors justement, est-ce qu'il y a des tendances ? Est-ce qu'on peut parler de tendances dans ce domaine-là ? Oui, bien sûr, il y a des tendances. En ce moment, c'est plus des albums que l'on peut toucher, que l'on peut. Il y a des albums, il y a eu la grosse tendance du tout en carton. Ouais, puis il y a la technologie aussi qui change un peu. Maintenant, on fait beaucoup de sonores à fond, alors qu'avant, ça existait moyen. Donc maintenant, le système des puces, des machins. Donc ça, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup maintenant. Et effectivement, de plus en plus de livres avec des découpes, avec des systèmes de jeux, c'est très ludique et en termes de pédagogie motrice, c'est intéressant aussi, quoi. On va reparler de musique parce que c'est plus compliqué maintenant pour le CD. Oui, on en parlait effectivement, puisqu'avec Nathalie Chou, nous avons publié toutes deux, auteurs et illustratrices, des albums accompagnés de CD. Mais oui, bien sûr. Vous en avez apporté ? Et non. Ah, alors vous ne faites pas votre pub. Voilà, il s'appelle Groucho. Oui. Voilà, mais c'est compliqué puisque voilà, les modes d'écoute aujourd'hui ont profondément changé, donc se tournent vers la dématérialisation, ce qui est un peu dommage. C'est le système des flashcodes. Les flashcodes n'ont pas tellement pris en France. Peut-être qu'ils vont prendre plus tard. Enfin, peut-être qu'il nous faut plus de temps. Je ne sais pas. En tout cas, nous avons dématérialisé nos supports depuis fort longtemps, déjà depuis de nombreuses années, sur les plateformes d'écoute de Spotify à Deezer, en passant par YouTube, et même sur certains appareils comme l'Uni, etc., Yoto. Mais il n'empêche que l'objet, en fait, ce qui est intéressant dans le livre disque, c'est que c'est un objet qui à une unité qui correspond à l'unité du disque, de l'écoute. Et on n'est pas devant un écran où on ne sait plus où on va, on ne sait plus où on est. Alors que dans un livre, c'est vraiment un objet identifiable, un livre. Et donc, on tourne les pages et l'enfant, très tôt, il se repère. C'est aussi un repère. Donc, quand il y a une écoute avec un repère, c'est un rassemblement spatio-temporel, en fait, quelque part. Il y a l'espace et le temps. Et il sait très bien qu'il peut naviguer dedans à une vitesse qui lui convient à lui. Ça, c'est vachement intéressant. D'ailleurs, je trouve que le livre disque, souvent, on s'en souvient. Enfin, quand on a été jeune et qu'on a on a été au contact de ce genre de livre. En fait, c'est peut-être les livres dont on se souvient le plus, qui sont les plus marquants. Oui, parce que justement, il y a cette double... Et la mémoire auditive est convoquée, de même que la mémoire, que les émotions devant les images, le texte, tout ça, c'est très complexe, je pense, et très fort, très puissant. Alors, Nathalie Chou, vous êtes venue en voisine, puisque votre atelier, je crois, n'est pas loin d'ici. On va pouvoir découvrir votre univers dès maintenant dans une sorte d'autoportrait, un autoportrait à facettes. C'est parti. J'aime illustrer des albums pour les tout petits. C'est un travail qui est assez particulier en fait. C'est d'imaginer des formes beaucoup plus rondes qui se rapprochent presque du jouet, de jouer aussi sur les couleurs très saturées et de jouer justement sur le côté affectif, sur les sentiments avec le regard.
Et c'est un travail qui me permet d'aller au plus simple finalement, de se débarrasser des petits réflexes de détails, etc. Et de cette simplification, je trouve ça très intéressant. Par ailleurs, j'ai développé un travail personnel de céramiste en volume. Donc ça me permet de m'exprimer avec un autre support qui est la terre. J'ai aucune contrainte dans cette activité-là, ça me fait un bien fou aussi. Et finalement, de temps en temps, je le mets au service également d'éditeurs de jouets. Ça me permet de voir vivre mes volumes un peu autrement. Parallèlement à un travail de commande, en édition, j'ai plusieurs auteurs avec lesquels j'aime beaucoup travailler, qui me proposent des textes plutôt très riches et qui me permettent, moi, d'aller plus loin dans mon dessin, en tout cas de réfléchir à des nouveaux moyens d'enrichir ce texte. Donc graphiquement et créativement, pour moi, c'est très très intéressant et je ne pourrais pas m'en passer. J'ai bien aimé l'amorce du... Tout très intéressant. Oui, mais l'amorce du portrait avec votre fou rire, c'était... Alors vous avez illustré, vous illustrez vos livres sous différentes formes, que ce soit album, imagier, on dit, imagier, documentaire, mais donc jamais encore en céramique. Il va falloir que ça vienne. Non. Justement, c'est ce que j'expliquais dans le petit reportage, c'est que ça, c'est ma petite partie à moi, tranquille, sans contrainte, sans rien et tout ça. Liberté totale. Ouais, voilà, tout à fait. Vous, en tant qu'éditrice, ça vous arrive parfois de mettre un holà en disant non, mais là, c'est trop compliqué à mettre en œuvre pour un non, livre justement, parce qu'il y a des effets de mode aussi dans l'illustration, et il y a eu dans les années 80 vraiment une très forte sensibilité au collage, aux matières, et on a beaucoup usé de la photographie pour photographier même des montages, des maquettes complexes. Je pense à Martine Bourg, Christophe Aline, Christian Voltz aussi, qui ont vraiment produit des choses en volume. Donc il fallait passer, il y avait le regard du photographe en plus. Alors, Nathalie... Rien n'était trop compliqué en fait. Oui, c'est vrai, ouais. Nathalie Chou, si on parle de votre travail, est-ce que vous pensez qu'il y a des passages obligés, des règles pour ne pas passer à côté des tout petits, que ce soit dans justement les formes, les genres Après, moi, c'est vrai que je travaille plus sur du travail de commande. Donc, ça veut dire que je n'écris pas mes textes. Donc, je suis sollicitée par un éditeur, une éditrice, pardon. Et donc, du coup, je viens en support d'un texte. Donc, selon la tranche d'âge, je vais effectivement m'adapter. Donc, la contrainte, elle est un petit peu là. C'est d'après ce qu'a envie l'éditeur, je vais un petit peu aller dans le sens là aussi. Après, quand on travaille pour les tout-petits, c'est ce que je disais dans le petit reportage, c'est que ça m'oblige à réfléchir un petit peu autrement. Je vais simplifier mes personnages, je vais les arrondir. Bon, voilà, je travaille un petit peu de cette manière-là. Mais après, c'est difficile parce que tout petit, je fais des albums également pour beaucoup plus grands, mais finalement, tout se fait en aller-retour, en fin de compte. Parce que ce que je prends pour les tout-petits, je vais m'en servir pour des plus grands. Enfin bon, voilà, c'est assez... Alors pour les plus petits, les livres que vous faites, c'est par exemple les Imagiers, c'est ça? Les Imagiers, ouais, tout à fait. Donc là, c'est une collection Liquididoc chez Nathan. Donc ceux-là, je les aime beaucoup parce qu'ils ont... Ils ont justement une manipulation qui est plutôt sympa parce que les petits ont accès... Un travail de découpe et puis de manipulation. Voilà, donc là, on est vraiment sur du... mais j'aime bien d'ailleurs parce que quand je les montre en public, tout le monde est là comme ça. Ouais. Donc voilà, et après, bon, voilà, c'est toujours des systèmes, effectivement, On touche aussi, par exemple. On touche, effectivement. Le contact de la voilà, tout à fait. Donc là, on est sur du tactile, mais il y a toujours un peu le côté jeu ludique, de toute façon, qui est apporté aux petits, parce que ça leur fait un support supplémentaire, je pense, pour être attirés sur le livre aussi, quoi. Il y a la parole, et puis il y a le toucher, et c'est rentré un peu dans l'image également. Et vous disiez que vous répondiez à des livres de commande, mais vous n'avez jamais voulu, vous, être en totale liberté ?
Et en fait, j'ai une super chance, c'est qu'à chaque fois qu'on me propose des projets, ils sont bien. Donc voilà, je refuse très peu d'ailleurs, parce que à chaque fois je me dis ah ben non, le texte il est trop bien, ah ben non, ça c'est une super idée. Donc finalement, je suis très satisfaite, j'ai pas de frustration du tout. Et donc voilà, j'écris pas parce que c'est pas mon truc et que je passe trop de temps à ça. J'en ai fait un peu, mais non, j'ai vraiment une chance dingue, c'est que en fait à chaque fois ça me plaît bien, quoi. Il y a beaucoup d'allers-retours entre l'auteur ou l'autrice et vous sur le dessin. Non, en fait, moi, en tant qu'illustratrice, j'ai pas tellement de contact avec, alors, sauf un illustrateur qui me propose un texte en direct et à qui je travaille, etc. Donc là, c'est un peu différent. Mais donc avec Michel, on a fait des livres ensemble. Excuse-moi d'ailleurs, j'avais oublié qui était l'auteur et c'était toi. Donc on s'est jamais rencontrés avant. Non, c'est assez, voilà. Non, parce que en fait, moi, ça me dérange pas en plus de pas connaître l'auteur, parce que ça me permet de m'approprier le texte et d'en faire un peu ce que j'ai envie, quoi. C'est un peu, je mets ma touche personnelle. Alors, on a parlé surtout là des livres pour les plus petits, mais il y a aussi ceux pour les plus grands. Et là, c'est plutôt la collection Kiddy Doc, par exemple, ou... Non, les Kiddy Doc, ça va être pour du tout petit. Et là, on est vraiment pas loin du bébé, hein. Oui, pardon, oui, d'accord. Là, il est vraiment en crèche facilement. Après c'est plus les... Et après, ça va être des albums avec voilà. avec des textes, avec des supports textes plus longs, quoi. Donc là, il y avait une petite collection des premières BD. Non, mais ça va, comme ça, voilà. Trop super. Ça, c'était les Trop super. Ouais. Donc là, il y a une petite collection. Après, voilà. Donc ça, c'est des textes dont les auteurs, je connais vraiment bien les auteurs avec lesquels on a travaillé en binôme, en machin. Enfin voilà. Donc du coup, le travail est un petit peu différent à ce moment-là. Alors, si on rentre un peu plus dans les secrets de fabrique, c'est quoi vos ingrédients préférés? Je travaille beaucoup en numérique. En fait, oui, je travaille en numérique parce que c'est plus facile pour moi maintenant, mais en même temps, je peux travailler à la main, ça me dérange pas. En fait, j'ai pas de secret de fabrication, quoi, en fait. Des couleurs fétiches ou des... Non? Ouais. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de couvertures bleues, mais après, non, pas spécialement, quoi. Non, ça vraiment, ça dépend. Enfin, c'est ça qui est chouette. Ouais, ça dépend vraiment du projet, quoi, de l'histoire, du texte, de l'ambiance. Ouais, c'est un peu c'est ça que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois c'est une nouvelle aventure, quoi. C'est non, ça c'est une variété infinie. Pour vous aussi, je suppose, Delphine Chaudru, c'est à chaque fois une nouvelle aventure. C'est le but, je pense, d'avoir choisi ce type de travail, c'est qu'on ne soit pas dans une routine et qu'on soit à chaque fois emballé, excité, enthousiasmé par ce qu'on fait. Sinon, faut mieux changer. Voilà. Et vous, ce que vous préférez peut-être, c'est quand même le livre-jeu, atteindre l'enfant par le livre-jeu. Oui, c'est vrai que la notion de jeu est assez présente dans mes albums et dans mes livres, parce qu'il y a un côté interactif dans le jeu, en fait. Il y a un côté participatif que je trouve très excitant. Alors, il se trouve que par ailleurs, j'aime bien jouer en vrai avec des enfants, et que si je me trouve avec des petits, je peux être hystérique pendant 3 heures et voilà, jouer en hurlant. Enfin voilà, il y a un côté sauvage dans l'enfance qui me parle, et dans le jeu avec les enfants et les petits. Alors peut-être pas les tout petits, mais vers 3, 5, 6 ans. Alors là, moi, je peux jouer pendant 2 heures comme une folle. Et je me rends compte maintenant, mais ça se sent aussi dans mes livres. C'est-à-dire ce côté interactif, ce côté participatif de l'enfant. Dans le livre-jeu, il est possible. De toute façon, quand on est autrice comme vous de livres pour enfants, forcément, on a une grande part enfantine en soi. Enfin, je pense que ça coule un peu de source. Je ne sais pas si c'est une part enfantine, en tout cas un lien. Moi, je dirais plutôt un lien avec l'enfance, avec la nôtre et avec celle des autres. Moi, celle des autres m'intéresse autant que la mienne. Ouais, puis c'est essayer de faire passer une émotion, enfin, qui est forte aussi. Oui, mais il y a un dialogue, je pense, quand même avec l'enfance. Ouais, tout à fait. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui nous touche dans l'enfance même. Moi, j'ai déjà entendu des gens, et là, à chaque fois, je suis assez étonnée, qui me disent, moi, mon enfance, elle ne m'intéresse pas. J'étais con. De rien. Voilà, ou ça m'intéresse, voilà, je m'en souviens pas, ou c'était nul, ou je suis contente d'être devenue adulte. Moi, je dirais pas ça. Je suis contente d'être adulte, mais je suis consciente aussi de l'importance qu'a eu mon enfance. C'est un creuset, l'enfance. Hein. On vient toujours. C'est un réservoir d'émotions. Ouais. Alors, en tout cas, on a une question d'une jeune fille qui aime beaucoup votre travail. On va l'entendre tout de suite. C'est la question mystère.
Bonjour Delphine, est-ce que tu as d'abord dessiné et après recopié sur l'ordinateur ? Et ben voilà, c'est Suzanne. Eh ben, merci Suzanne pour cette question. C'est vrai que je travaille en numérique et je travaille quasiment directement en numérique. J'ai un petit cahier où je note des idées, je fais des tout petits croquis en noir et blanc. Mais très rapidement, je passe à l'ordinateur et je travaille avec des formes que je crée sur un logiciel, un Illustrator, qui me permettent de surtout travailler la composition. Je suis pas du tout dans le dessin, je fais que des aplats de couleurs et le plus gros de mon travail, ça va être de placer et de composer ma page à partir de formes distinctes. Alors souvent pour les plus petits, c'est des formes, comme tu disais Nathalie, qui sont assez simples. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport de couleurs. C'est vraiment comment la couleur jaune va être avec le rouge et quelle proportion de jaune va aller avec le rouge. Et ça peut être dans un degré, il n'y a que moi qui verrai, ou Nathalie, une pro le verrait, mais qui va me turlupiner alors que c'est infinitésimal. Est-ce que je mets plus de jaune dans mon rouge, un petit peu plus de bleu ? Et ça va être au pourcentage près, quoi. D'ailleurs, Nathalie, quand vous êtes arrivée sur le plateau, vous avez pris le livre des petits trous de Delphine et vous avez admiré ce noir. Ce beau noir. Voilà, graphiquement. Et là, bon, je ne sais pas si on le voit vraiment bien à la caméra, mais là, il y a deux noirs différents, noir sur noir. Si, on le voit. Et c'est vraiment très, très, très léger, hein, mais c'est vrai que la vibration de la couleur, c'est aussi quelque chose qui m'émeut à un point dingue, quoi. Voilà. En dehors de l'histoire, du jeu, de l'interaction, le côté graphique et coloré, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puisqu'on a montré ce livre, il est fait avec des trous, les découpes, c'est ça ? Oui, alors il y a des découpes. Donc c'est un livre pour apprendre, pour aborder la notion du chiffre et du nombre. On a une forme colorée et quand on tourne, voilà, il y a un trou dans la page et on découvre que le jaune, par exemple, c'est un œuf. Que le bleu, c'est deux poissons, et ainsi de suite. Voilà. Mais ce qui m'intéressait là, par exemple, dans ce livre, en dehors du côté numérique, c'était justement les variations colorées que j'allais pouvoir mettre en place. Donc là, j'ai du jaune et du vert. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Voilà, j'ai 2 jaunes et 2 rouges. Voilà, c'était jouer avec des couleurs, en fait. Exactement. Et alors, vous avez un autre livre de découpe, c'est Clair de Lune ? Oui. Alors là, qui est plus dans la narration, comme tu disais tout à l'heure, qui est vraiment un livre aussi du soir, qui... Ah oui, on raconte vraiment une histoire avec une petite histoire autour de la Lune. Mais toujours avec ce système... Un système de découpe avec une Lune qui devient de plus en plus petite. On raconte tout ce qui se passe, en fait, la nuit. Voilà, et ça se finit avec... Le bleu aussi est très beau, hein. On pourrait... Oui, alors là par exemple, en fait, à chaque album aussi, j'essaye d'avoir une gamme colorée très particulière suivant ce que je raconte. Donc là, comme ça parle de la nuit, c'est pas très original, mais il y a du bleu et il y a du jaune et du noir, voilà. Mais c'est vrai que je fais très attention à ça. Donc là, il y a principalement que du bleu et le jaune ou le blanc, et ça se finit avec un petit doigt et on éteint la lumière pour dire bonne nuit à l'enfant à qui on a raconté l'histoire. Voilà. Jean Chaudry, vous dites que votre envie, enfin en tout cas je l'ai lu, que votre envie de faire des livres vous vient des histoires comme ça de Kipling que vous lisez votre grand-mère. Oui. Chaque histoire est accompagnée d'un poème d'ailleurs. Oui. Et l'histoire que l'on raconte justement à un tout petit, c'est très important. Mais pour vous, c'est quand même le dessin, hein, l'illustration. Non, je me suis tout à fait reconnue dans ce que tu disais tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup, et c'est pour ça que je parle de Kipling, la notion de son, de rythme, et parfois même, justement, quand ma grand-mère me racontait Kipling, j'étais même petite, j'avais peut-être 3-4 ans. Donc à 3-4 ans, le texte de Kipling, il est quand même assez littéraire. Mais tout ce que je ne comprenais pas, je le prenais comme une espèce de poésie magique qui devenait autre chose. Donc je comprenais la narration basique de l'histoire. Avant que le son devienne sens, voilà, c'est ça qui est formidable. Et on se un imaginaire incroyable. Ouais. Et on comprend par bribes, donc on comprend le principal de l'histoire, mais ça devient une chanson, une ritournelle, exactement. Et du coup, ça a une force poétique qui est presque moins là quand on comprend tout. Alors, quand on comprend tout, il y a une force aussi littéraire, mais je me suis reconnue dans le côté ritournelle et contine que peut avoir une histoire parce qu'on la raconte tellement de fois que ça devient quelque chose qui est de l'ordre. Oui, oui, complètement de la magie, quoi.
tout cas, c'est un travail qui est quand même très exigeant parce que il est complet. Il faut faire attention à tout, aux mots, au dessin, au sens que ça a. Vous avez quand même. Oui. Alors après, c'est vrai que moi, je fais aussi souvent une lecture à voix haute. Enfin, dans ma tête, je pense beaucoup, en tout cas pour les petits, à l'oralité du livre. Et il faut que ça sonne bien. Vous les essayez avant vos livres? Parfois, alors pas forcément dans la narration, ça je me fais confiance parce que je sais ce que voilà. Ouais. Mais par contre pour le côté ludique, des fois je les essaie pour voir si c'est pas trop compliqué ou si c'est pas trop facile. Une question de niveau quoi, on va dire. Si c'est trop compliqué, il faut que je rabaisse un peu la difficulté de mon jeu. Ou... Ouais. Parce que notamment vous avez des livres jeux comme La Princesse Attaque, Chevalier Courage, oui, voilà, où il y a vraiment un chemin à trouver, plus des énigmes visuelles à trouver aussi. Et des fois, ça m'est arrivé de faire quelque chose qui était trop facile, donc je le testais soit sur mon fils, bon maintenant il est trop grand. Parce que là, ça s'adresse à partir de quel âge? Là, c'est plus vers à partir de 5 à 9, 10, quoi, quelque chose comme ça. C'est vrai que j'aimais bien la notion de livre dont on est le héros et je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment pour les plus jeunes. Donc j'ai adapté le principe à des 5-10 ans. Et là, il faut faire attention à ce que l'enfant ait un espèce d'enjeu à trouver la chose, mais qu'il n'y passe pas non plus 15 jours et qu'il soit déprimé et qu'il jette le livre, quoi. Quand même une notion de réussite qui arrive. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, quand l'enfant joue avec ses parents, il va trouver avant ses parents. Donc il va être super content parce qu'il aura été plus brillant, par exemple. Il y a un livre là qui est un peu sur ce principe-là, qui est un livre où il y a des choses à chercher. Et 99 tomates et une patate. Voilà, donc le principe, c'est qu'on a... par exemple, on a 99 avions et une hirondelle. Il faut trouver l'hirondelle. Et ben, dans ce type de jeu, j'ai souvent vu des parents venir me dire en dédicace, en fait, lui, il est meilleur que moi. Oui, quoi. Pour trouver. Voilà. Ouais, c'est comme les jeux de mémoire, etc. Exactement. Oui. Donc ça, c'est aussi marrant de lier le parent et l'enfant autour du jeu. En tout cas, quand on fait un livre pour tout petit, il faut plaire à l'enfant, éveiller sa curiosité, ça c'est sûr. Mais aux parents aussi, il faut y penser. Parce qu'en fait, c'est quand même eux qui achètent le livre et eux qui le lisent après avec l'enfant. Donc c'est important, ça. Ouais. Oui, le lien avec l'adulte est hyper important. Ouais. Et c'est d'ailleurs là, il y a un livre qu'on vient de publier qui raconte, qui est presque plus un album pour les parents. Les parents doivent être émerveillés en fait pour que ça marche. Sinon, ils transmettent pas bien. Moi, on m'avait offert des livres quand mes filles étaient petites, mais qui me faisaient ni chaud ni froid, donc jamais j'ai réussi à les transmettre. Alors que quand on est émerveillé, que on peut transmettre un poème d'Apollinaire, on peut transmettre mais un bel album, oui, bien sûr. Et ça, c'est des paroles qui s'adressent à l'enfant qui va naître et qui peuvent être lues un très beau jour, ça s'appelle, et viens, petit, viens. Leur dire que la vie est belle, que le monde est beau malgré tout, quoi. C'est bien de dire ça. En ce moment, c'est bien. Voilà. C'est sympa. On a entendu la question de la jeune Suzanne tout à l'heure. Bon, c'est un peu difficile pour vous de le dire, mais si elle pense un jour peut-être elle écrire des livres pour tout petit, quelles sont les qualités pour vous d'une bonne déjà, il faut aimer les livres. Il faut vraiment avoir un lien avec les livres d'enfants particuliers et être sensible à l'enfance. Et puis après, aimer et dessiner et écrire, quoi. Il faut aimer les textes et les images. Puis illustrer un livre, c'est pas pareil que de faire du dessin ou de la peinture chez soi. Enfin, on est sur un rapport texte-image. L'histoire, en fait. On ne peut pas faire autrement, quoi. Je ne peux pas dessiner n'importe quoi sur n'importe... Enfin, voilà, c'est vraiment un objet qui concilie les deux, et la littérature et le dessin. Donc on peut pas faire. C'est un objet qui nous échappe à un moment entre les mains des enfants. Il va avoir une autre vie. Oui, tout à fait. Donc il faut savoir abandonner. Mais je dirais qu'il faut avoir envie de dialoguer. Oui. En fait. Il faut échanger. Et donc le livre,
c'est un échange. Voilà, en il fait. faut être généreux, en fait, je crois, à la base. Pour... Alors justement, vous, en tant qu'éditrice, Michèle Moreau, vous allez vers des auteurs que vous pensez généreux, enfin que c'est ça qui vous... Non, mais c'est vrai, je veux dire, est-ce qu'il y a une partie très personnelle, enfin, en fait, Oui, bien sûr, il y a des personnalités qui nous attirent, c'est subjectif, complètement subjectif. Après, on ne connaît pas forcément les auteurs non plus quand on reçoit des projets. Donc, on peut être séduit. Non, ça ne dépend pas que de la personnalité de l'auteur, fort heureusement. Mais un projet peut se tenir tout seul et puis qu'on ait envie de le publier. Et par exemple, vous publiez combien de livres d'auteurs pour tout petit ? Pour tout petit par an, j'ai pas compté. Il y en a peut-être tout compris, y compris les livres sonores, les livres disques. Il y en a quand même bien 15-20, je pense, par an. Une bonne quinzaine. Et de nouveaux auteurs chaque année, justement ? Oui, alors là, par exemple, derrière moi, je crois qu'il y a Famille qu'on voit. Oui, tous les ans, il y a de nouveaux auteurs, de nouvelles pattes. Après, l'éditeur, son métier, c'est aussi de donner une forme à un projet pour qu'il soit le mieux placé possible et qu'il trouve son public. Par exemple, là, l'album Famille, il aurait pu voir le jour en tout carton, avec un grand format. Et en fait, on aurait un peu dénaturé le projet. Et l'éditrice qui travaille avec moi, donc Servane Guillot, a choisi un format album avec un papier offset pour inviter à un autre partage, à un autre échange, à un autre regard sur le livre. Et ça, l'éditeur, il choisit ces éléments-là. Ça ne vient pas forcément tout de suite dans la tête d'un auteur ou d'un illustrateur. C'est vrai que c'est intéressant en tant qu'auteur, quand on a une discussion avec un éditeur autour de ça, parce que chacun peut échanger, et c'est vrai qu'il y a un côté très intéressant de donner vie à quelque chose, en fait. On est là pour choisir le bon moment de publication, le bon prix de vente aussi. Enfin, ce sont des ingrédients bien sûr, tout rentre en compte. Pouvoir le défendre auprès des commerciaux, qui vont le défendre auprès des libraires. Il y a toute cette chaîne derrière, et aussi le défendre auprès des prescripteurs. Donc, tout ça, c'est vrai que l'objet, c'est vachement important. Voilà. Parce que si l'objet est raté, enfin moi je sais qu'en tant qu'auteur, c'est hyper décevant. On a travaillé, puis d'un coup. Ça ne va pas arriver souvent. Déçu. Non, heureusement non. Mais ça peut arriver, ou en tout cas, c'est pas à la hauteur de ce qu'on. Et puis par contre, quand c'est bien réalisé, alors là, c'est génial. Enfin, voilà. Il y a des fois où le livre, à la fin, ça nous échappe un peu. Justement, vous parliez des distributeurs, des machins, etc. Après, à un moment donné, on se retrouve avec. Moi, je sais que ça m'est arrivé sur quelques titres, avec une couverture que j'avais pas imaginée comme ça. Mais bon, voilà, si elle doit se vendre comme ça, je dis rien. Mais bon, des fois, ça échappe un petit peu à ce moment-là, quoi. Alors on va aller maintenant à la rencontre d'une autre autrice, illustratrice de talent. Pour les plus petits, c'est Jannick Quat et elle va nous livrer sa bonne recette. Mes ingrédients pour faire un bon livre sont le carnet de croquis, le crayon à papier, le stylo numérique relié à mon ordinateur et le rouleau de peinture finale. Ce sont dans des carnets comme celui-ci que j'invente mes personnages, que je dessine au fil de mon imagination, de mes pensées. Et dès qu'un personnage me plaît, je vais commencer à imaginer un livre avec. C'est lui qui va me guider en fait dans l'élaboration du livre. Et je vais faire aussi ce qu'on appelle un chemin de fer. Donc ce sont des notes. Je vais imaginer page par page ce qu'il va y avoir dans mon livre. Donc je suis obligée de faire un découpage. C'est par double page, page 1, page 2, page 3, page 4. Il faut imaginer. Donc là, cette étape-là, elle est très importante. Et tout est déjà posé dans le carnet de croquis. Donc le plus grave, c'est quand je perds mon carnet de croquis. Je fais tous ces dessins avec un crayon à papier. Donc je dessine à la main. Et ces dessins que vous voyez dans mon carnet, ensuite, je vais les scanner et je vais les redessiner à l'ordinateur avec mon stylo magnétique. C'est le deuxième ingrédient très précieux. Parce que je vais pouvoir redessiner mes dessins de manière très précise, très lisse, très nette. À partir de là, j'ai le choix, soit je colorie à l'ordinateur, parce que l'ordinateur me permet de créer toutes les couleurs que je souhaite, ou alors, parfois, je choisis de réaliser mes dessins à la peinture. Donc pour cela, j'imprime en fait mon dessin
réalisés au trait sur une feuille de papier que je vais découper le long des contours au cutter. Et je vais en faire un pochoir. Et ensuite, je vais rajouter de la peinture à l'aide de ce rouleau. C'est de la peinture acrylique que j'utilise. Et je vais la poser sur la feuille de papier avec le pochoir. Ensuite, j'enlève le pochoir et on va découvrir le personnage en peinture. Donc il faut faire tous les dessins, un par un, jusqu'à la fin de l'album. Et à la fin, on obtient un livre. On a l'impression que c'est tout simple, mais en fait, toutes les deux, en tout cas, vous utilisez beaucoup l'ordinateur. Mais est-ce que, comme Jannick Coat, parfois vous lâchez la souris? Moi, je procède un petit peu de la même manière que Delphine. En fait, j'ai un vague carnet où je griffonne 3 trucs, mais en fait, la plupart du temps, je débute directement sur mon ordinateur. Vous lancez ? Ouais. C'est devenu mon outil, un peu même de carnet de croquis. Je vous avoue des fois, quoi. Ça permet une flexibilité en plus, en tout cas au niveau de la couleur, qui est assez dingue. C'est-à-dire qu'on peut essayer plein de couleurs. Moi, souvent sur certaines pages ou certains projets, je peux essayer 5 ou 6 versions colorées différentes. Composition aussi. Voilà, si on devait le faire à la main, moi je suis un peu impatiente, j'aurais pas la patience de faire ça à la main. Ça m'est arrivé de retourner à la main justement sur un album, mais je crois que j'ai recommencé 10 fois ma couleur, ma page. Après, hop, ça revient. Mais il a fallu un entraînement. On peut pas faire pomme Z, ça marche pas. Et comment vient le chemin de l'inspiration ? On n'en a pas tellement parlé de ça. Ça, alors là, c'est... Quand vous acceptez une commande. C'est long en fait. Quand je fais des albums plus compliqués comme par exemple Mirabelle Prunier, ouais, je cafouille, je vais rater les 3 premières pages, mais j'avance quand même, j'avance, et puis je recule, et puis hop, puis voilà, et je suis un peu comme Delphine, il faut que je trouve une ambiance couleur, une ambiance couleur souvent, moi, ça marche aussi comme ça. Et après, hop, j'ai une piste, ça fait un fil, et après je repars. Mais je rate beaucoup au début, je mets du temps à trouver le geste, chemin. En tout cas, ouais, tout à fait. Et vous ? Oui, moi c'est pareil, je peux chercher pendant plusieurs... Alors, il y a d'abord l'idée du projet, l'idée du livre, le concept, donc ça c'est une première étape. Et puis une fois que le concept est clair, il faut trouver la meilleure forme graphique pour l'idée qu'on veut mettre en place. Donc voilà, pas le format, la gamme couleur. Et une fois que tout ça est mis en place, c'est assez... Enfin, il y a des recherches, mais ça peut être assez rapide. Finalement, il y a tout le processus en amont qui est quand même aussi assez long. En fait, c'est ça qui est le plus long finalement pour moi. Après, c'est presque de l'exécution presque. Une fois qu'on a trouvé, oui, c'est ça. Et après, hop, on peut foncer. Une fois qu'on est dedans, ouais, voilà, exactement. Il faut se mettre dedans, quoi. Il faut se mettre dedans, mais c'est vrai que c'est la route sans route. Là, on va bientôt devoir se quitter, mais avant ça, j'ai un petit quiz, si vous voulez bien, Michel Moreau, Delphine Chaudry et Nathalie Chou, pour vous. Quel livre pour enfants vous a donné l'envie d'écrire pour eux ? Alors, vous nous l'avez dit, mais peut-être il y en a d'autres. Ah oui, il y en a d'autres. Il y a Kipling, il y a Max et les Maxi Monstres, il y a Les Trois Brigands, et il y a tous les livres d'Arnold Lobel qui sont extraordinaires. Nathalie Chou ? En fait, pas un en particulier, mais je crois qu'en plus, chez moi, à l'époque, il ne devait pas y avoir beaucoup de livres jeunesse dans ma bibliothèque. On passait directement, dès qu'on savait lire, on passait au petit roman, quoi. Donc, j'ai pas un souvenir précis. Moi, je me rappelle très, très fortement de mes livres audio, quoi. De la voix de Gérard Philippe, de la voix de Fernandel sur la chèvre de Monsieur Seguin, de Barbe Bleue, mais je serais capable de réciter encore le texte. Petit Prince, de Gérard Philippe, c'est ça ? Ouais, non, je me souviens plus lequel c'était, mais... J'avais le Pierre et le Loup. Pierre et le Loup, avec ouais, voilà. Des très belles images en couleur, là, tu sais, assez flash. Ouais, tout à fait. Mais bon, voilà, moi, je me rappelle très fortement de ça, quoi. Et bon. Michel Moreau ? Moi aussi, j'ai eu très peu. Je n'avais pas de livre petite. Je crois, je suis l'aînée de 5 et avec mes petits frères et sœurs, c'est l'arrivée de la presse de Pomme d'Api qui m'a vraiment très très fortement touchée. Lucille Butel avec David et Marion. Et puis voilà, cette fantaisie, on voyait en un petit journal aussi énormément de techniques. D'histoire, de diversité, donc il y avait ça m'a beaucoup plu.
puis alors, dernier petit tour de table, juste pour Noël, pour donner quel livre vous allez mettre au pied du sapin. Delphine Chaudru, vous y avez pensé déjà? Vous passez. Nathalie Chou, vous êtes obligée d'y avoir pensé parce que vous êtes grand-mère depuis peu de temps. Oui, grand-mère, mais justement depuis très peu de temps, donc Oui. j'avais pas. Non, là, je vous avoue que les fêtes de Noël, pour l'instant, on n'y pense pas trop, vu la situation actuelle. C'est pas tellement dans les tuyaux, mais bon. Sinon, un livre, voilà, vous vous dites, bah c'est un livre que. Eh j'aimerais ben, offrir. moi, je vais Ah, prendre voilà. la comptine. On vous donne des berceuse. Et ben voilà, la comptine De vanille. de vanille. Mais oui, c'est une très bonne idée. Bah oui, mais c'est vrai que la comptine, et ça c'est un truc, ça ne se démode pas, quoi. C'est un truc qui marche toujours. Ouais, ouais. Et vous, Michel Moreau? Là, vous avez le choix. Hein. Ce que je vais offrir. Devant, oui. Pas forcément de chez vous d'ailleurs. Mon petit-fils qui a 2 ans et demi, il s'est mis il est tombé dans Tin Man. Alors ça vous paraît bizarre, c'est de la BD. Et À 2 ans et demi. Ah oui. 2 ans et demi, voilà, il s'y retrouve. Donc, il y a énormément la palette est très large, finalement. Bah écoutez. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois, Delphine Chaudru, Nathalie Chou, Michel Moreau. Merci aussi à Jeannie Coat pour sa bonne recette et puis à l'espiègle Suzanne qui a posé sa question. Merci à vous de nous avoir suivis et puis vous pouvez nous retrouver sur slpj.fr bien sûr et puis écoutez, bonne continuation de programme sur la télévision du salon et bonne lecture à tous surtout.